Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et avec moi Guy Barrette. Hey, salut Mario, comment vas-tu? Je vais très bien, Guy. Tu sais, il y a des moments dans une année où on dirait qu'on a plein d'énergie et là, je suis dans une période de, pas juste plein d'énergie, mais beaucoup de créativité. Donc, j'imagine que c'est comme ça pour beaucoup de nos auditeurs. Le printemps, le début de l'été, là, c'est une période faste. Je sais pas pour toi, est-ce que si tu vis la même chose, Guy? Moi, je finis mon mandat cette semaine, donc je suis plutôt en mode fatigué. Tu te prépares pour les vacances de l'été? On prend un petit peu de moments off, puis on va penser à ce qu'on va vouloir faire par la suite. Tout à fait. C'est ça qui est quand même plaisant quand on est consultant, c'est que faut profiter du fait qu'on finit un mandat pour pas repartir sur un mandat immédiatement, puis quand même pouvoir prendre un peu de temps. Sinon, on n'aura jamais de vacances parce que comme consultant, on s'attend pas à ce que tu demandes 2 semaines ou 3 semaines de vacances. c'est pas ça absolument. C'est plus viens nous aider et on a besoin de ton aide. Absolument. Écoute, Guy, aujourd'hui, on va parler de WebAssembly. Et je suis très heureux d'avoir Jérôme Laban comme invité. Bonjour Jérôme. Bonjour messieurs. Bonjour, ça va? Oui, ça va très bien. Écoute Jérôme, un peu plus tôt cette année, parce qu'à un moment donné, un peu par hasard, je suis tombé sur le fait que tu t'intéressais beaucoup à WebAssembly, parce que moi aussi, en tout cas, c'est une technologie qui m'intéresse. Et puis là, je me suis dit, ben oui, mais Jérôme, je l'ai déjà eu comme invité. Puis par hasard, ou en tout cas, pas par hasard, mais en faisant le décompte, je me suis rendu compte que tu n'avais jamais eu la chance de venir à notre podcast. Puis je pense que c'est plus un concours de circonstances, parce qu'à toutes les fois qu'on avait la chance de se rencontrer, on disait toujours, oui, on pourrait parler de tel sujet, puis bon, pour X raisons, on n'a jamais pu mener suite. Mais là, cette fois-ci, c'est la bonne. On va parler de WebAssembly avec toi. Absolument, c'est vraiment le sujet qui est, on va dire, sur le début de la courbe de l'innovation. Là, c'est très, très intéressant. Puis en plus, on n'a pas n'importe qui parce que vous, à la conférence Build, donc il y a maintenant 2 semaines, 3 semaines, vous avez annoncé un framework, vous avez lancé dans la communauté open source un framework justement qui utilise WebAssembly. C'est ça, exactement. Vous en parlant de? C'est Inventive en fait. Inventive qui a lancé un framework qui s'appelle Uno qui permet de développer en XAML sur iOS, Android et tout récemment sur WebAssembly. Mm-hmm. Donc, on va revenir parler un peu plus en détail de Uno puis de WebAssembly, parce que la formule d'émission, c'est toujours la même. On essaie de donner la chance à nos auditeurs de te connaître un peu mieux. Donc, on passe quelques minutes au début pour retourner un peu à ton historique. Comment tu es devenu un informaticien, ou en tout cas un architecte. Est-ce que tu fais plus d'architecture, ou en tout cas, oui. Tu fais du développement aussi. Là, tu fais partie des architectes qui sont capables de coder, ce qui est, à mon avis, une très belle caractéristique, ou en tout cas, c'est peut-être la vraie définition des architectes. Mais là, peut-être que certains de nos auditeurs, ils seront pas contents si je dis ça, mais ça reste qu'il faut quand même maîtriser nos outils. Exactement, c'est particulièrement important, puis même à certains niveaux, si on manque un petit peu de profondeur, des fois, c'est difficile de faire les bons choix. Ouais, puis souvent quand on a des conversations avec nos développeurs, souvent s'ils n'ont pas l'impression qu'on serait capable de faire leur job, le respect est pas là. En effet. Puis quand ils voient que tu es capable toi aussi de partir ton éditeur, que ce soit Visual Studio Code ou Visual Studio, et écrire le même code que eux, là ils se disent ok, il serait capable de faire ma job ce gars-là. C'est juste qu'il a décidé d'avoir un autre rôle dans l'organisation. Peut-être juste pas aussi rapidement, mais le résultat serait pareil. Ça se peut. En tout cas, dans mon cas, moi, probablement. Jérôme, moi, je serais curieux de savoir ton premier ordinateur. Donc, comment t'as découvert l'informatique? J'ai découvert l'informatique parce que mon père avait ramené de son travail un 8088 IBM, une espèce de gros machin qui avait un disque dur qui faisait bouger la table. Mm-hmm. C'était assez impressionnant, écran monochrome, 80 par 25, pas la possibilité d'avoir des graphes ou quoi que ce soit. À l'époque, tu demeurais en France?
Oui, j'étais en France à l'époque, effectivement. Donc, c'était quoi? C'était parce qu'il y a eu aussi tout un écosystème d'ordinateurs de compatibles PC, soit les marques italiennes ou françaises ou anglaises. Donc, est-ce que c'était une de ces marques-là ou c'était un produit américain? Non, c'était vraiment un vrai IBM. Là. Oui, un vrai. Un vrai de vrai. C'était un PC XT, un 8088. Pas avec les fameux claviers qui claquent. Là. Les meilleurs claviers au monde. Exactement. Avec plus tard un petit peu quand j'avais compris que des benchmarks existaient, le taux de transfert du disque dur qui était à l'intérieur, qui faisait un grand total de 10 mégaoctets, faisait un taux de transfert de 80 kilooctets par seconde. C'était exceptionnel. Puis ça remonte à quelle année? T'avais quel âge à ce moment-là? J'avais aux alentours de 15 ans. C'était dans le 95, 93, 95, quelque chose comme ça. Je m'en rappelle plus exactement. Ça date un petit peu. Puis donc toi, donc tu t'intéressais à l'ordinateur que ton père avait ramené. Est-ce que c'était assez clair rapidement dans ta vie que tu voudrais devenir programmeur informaticien ou il y a eu comme un cheminement de recherche, essai, erreur ou oui, définitivement. C'est au début, je comprenais pas grand-chose forcément, mais au bout d'un certain temps, vu que cet ordinateur-là était fait pour être entre guillemets cassé, si on peut dire ça comme ça, dans le sens où mon père me l'a donné en me disant vas-y, fais quelque chose avec. Et globalement, je pouvais faire ce que je voulais avec. Donc c'était au point où j'allais modifier avec le programme en console à l'époque qui s'appelait Debug, puis j'allais modifier l'écran de démarrage de Word 4. En console. Donc, c'est ce genre de choses que à l'époque. C'est patenté. À l'époque, je sais pas si tu te souviens, on prenait l'application Debug justement pour enlever les codes de sécurité pour les jeux, pour débarrer les jeux. Exactement. Je sais pas si on faisait ça, c'était comme on savait qu'il fallait aller tu trouvais ça sur parce qu'il y avait même pas d'internet, mais on trouvait sur les billboards où on disait faut vous alliez à l'octet 9, remplacer la valeur 1 par un 0, en tout cas parce que souvent c'était une espèce de flag qui disait barré, pas barré, c'est comme ça qu'on débarrait des jeux à l'époque. Exactement. C'est complètement autre chose. Hein. Je vous rappelle pas l'époque des TSR et autre chose du genre qui font froid dans le dos maintenant. Ouais. Donc autre temps, autre heure. Maintenant, notre iPhone est comme 1 million de fois plus puissant que ce type d'ordinateur-là qu'on pouvait avoir à cette époque-là. Définitivement. Donc toi, ça fait quoi? Moi, je te connais. Ça doit faire une bonne dizaine d'années maintenant que tu vis à Montréal. Exact. Ça fait proche de 10 ans maintenant, oui. Et qu'est-ce qui t'avait amené à Montréal? Est-ce que c'était souvent c'est l'amour, je sais pas si c'était le cas. Non, c'est pas ça. Non, je suis venu avec mon amour, donc c'est pas la même chose. Mais non, c'était pour voir autre chose, voir autre chose que la France, voir comment ça se passe dans un pays plutôt en Amérique du Nord. C'est pas les mêmes coutumes, si on peut dire ça comme ça. Puis ça m'a donné, c'était le moment de le faire, pas d'enfant, puis c'était l'aventure, disons, si on peut dire ça comme ça. Puis moi, je me souviens, quand tu es arrivé, en tout cas les premières années, tu t'es toujours intéressé aussi à la communauté d'informaticiens qui y avait à Montréal, puis on avait eu la chance de se rencontrer à quelques occasions. Et quand tu arrivais de France, tu avais déjà le statut d'MVP que tu avais reçu pour ton travail que tu faisais ou ta participation en France. Et ce statut-là, tu l'as gardé quelques années. À l'époque, c'était orienté autour de, encore là, Visual Studio, C#, ta compétence, si je me trompe pas. Oui, tout à fait. C'est principalement C#. J'ai continué d'ailleurs à faire de C# depuis et puis à manipuler ou en fait faire de l'avant-garde là-dessus, C# 8 ou même carrément implémenter des morceaux de C# qui me manquent parce que ça fait pas mon affaire. Surtout que maintenant que C# est open source, on peut aller implémenter les morceaux de spec qui n'ont pas été finis. Donc ça, c'est toujours intéressant. Donc oui, principalement C# puis Visual Studio. Ça reste toujours mon intérêt. Alors c'est sûr que ça se décale un petit peu vers Mono et on va dire la communauté open source qui est autour de ça, mais c'est principalement ça. Puis Jérôme, ça fait plusieurs années que tu es chez Inventive. Écoute, moi, il me semble que depuis que je te connais, t'as un rôle lead technique, architecte, puis on sait que la barre est haute pour travailler chez Inventive. Faut vraiment être très, très, très compétent. Donc, et je crois que t'es une des personnes qui fait en sorte qu'il faut être compétent. Vous n'accepterez pas quelqu'un qui parlerait à travers son chapeau. Là, c'est vraiment une boîte qui est reconnue justement pour son expertise technique. C'est ça. On essaie, le nom, on essaie de garder le nom. Inventive, c'est ça l'objectif. On essaie de pousser l'inventivité. Alors, c'est sûr que, c'est pas forcément toujours facile, puis on essaye de monter la barre. C'est pour ça qu'on essaye de faire toujours, d'inventer plein de choses. Alors, ça marche des fois, ça marche
pas d'autres fois. Il se trouve que là, pour Uno, ça a l'air d'avoir fonctionné correctement, puis on a réussi à pousser la barre. Mais oui, ça fait une dizaine d'années, enfin pas une dizaine d'années, ça fait à peu près 7 ans maintenant que je suis chez Inventive, en rôle d'un petit peu de tout. Je fais du développement, de l'architecture, je fais de l'IT aussi de temps en temps, beaucoup de DevOps ces derniers temps avec VSTS, là, donc avec toutes les améliorations qu'ils ont fait récemment, là, on est noyé sous les features qui sont attestés, c'est exceptionnellement bon. Donc c'est ça, un mélange de tous ces rôles-là et tous ces chapeaux. Et c'est sûr que ces derniers temps, c'était principalement le développement de Uno et la mise en open source. Parce que je sais pas si c'est la continuité, mais je sais que, en tout cas, pour ce que je connais, je suis pas dans le secret des yeux. J'ai eu l'occasion à quelques reprises de travailler proche de votre organisation. Et je sais qu'un de vos avantages concurrentiels, c'est le fait que vous étiez développé un framework applicatif au sein de l'organisation pour rapidement faire des applications à l'époque vers Windows 8 et ensuite vers Windows 10. Et est-ce que je me trompe que l'évolution de tout ce framework-là est devenu Uno ou Uno, c'est un second framework que vous êtes créé à partir de ce que vous aviez appris de votre premier framework, qui était plus basé sur, on pourrait dire, la programmation réactive ou... Il y a deux pendant un petit peu tout ça. Donc le premier, effectivement, avant que tout cela arrive, si on remonte un petit peu 7 ans en arrière, principalement le développement chez Inventive, c'était du Windows Phone, Silverlight, du WPF, puis effectivement le bassin de développeurs qu'on avait à cette époque-là, c'était principalement XAML et C#. Puis il se trouve avec l'histoire de Microsoft, vu qu'on a suivi beaucoup cette ligne-là, on s'est retrouvé à faire des applications pour Windows Phone, puis ensuite pour Windows 8, puis ensuite pour UWP. Et c'est vrai que on a grossi avec le flow et on s'est retrouvé avec beaucoup de développeurs qui savent faire ce type de développement et généralement très bien. Donc ça, on voulait pas perdre tout ça. Et lorsque Windows, enfin surtout Windows Phone, on a vu que ça allait peut-être pas forcément dans la direction où on voulait aller. On connaît maintenant l'histoire. Mais que Windows 10 continue à fonctionner en l'état, on s'est retrouvé avec un choix à faire. C'était à l'époque, il n'y avait pas de Xamarin Forms, il n'y avait pas d'autres vraiment possibilités. Il y avait juste Xamarin qui existait à l'époque avec iOS et Android. Puis l'idée, c'était de se dire, qu'est-ce qu'on fait avec le pool de développeurs qu'on a? Est-ce qu'on leur demande de réapprendre finalement un autre set de langage UI avec Android, iOS, puis WP, ou alors est-ce qu'on fait quelque chose d'autre? Donc ça, c'est la première partie qui est vraiment l'UI. Puis l'autre morceau qui est apprendre à développer, enfin faire un framework de développement qui nous permette d'accélérer le développement. Et ça, c'est pas forcément du UI. Il se trouve qu'il y en a des morceaux du UI, mais c'est principalement tout ce qui est programmation réactive, essayer de faire du MVVM au maximum. Par exemple, on a des règles du style, c'est interdit de faire du code behind, par exemple. C'est interdit de coder derrière les événements click ou des choses du genre. On fait toujours tout par data binding. Ça permet de pousser l'enveloppe assez loin. Et puis, entre autres, ça nous a servi aussi pour faire des optimisations dans Uno que Windows n'est pas capable de faire parce que nous, on a la possibilité de contraindre le set de développement, si on peut dire ça comme ça. Donc là, tu parles de Uno, juste pour aider nos auditeurs là, qui disent, c'est quoi là, cette affaire-là de Uno? Donc, en 20 secondes à haut niveau, puis après ça, on plongera plus en détail. Donc, qu'est-ce que c'est votre framework Uno votre plateforme Uno que vous avez annoncée? Donc, Uno, c'est un framework qui permet de prendre une application qui fonctionne sur UWP, donc Windows 10, un Find New Project WP, de le recompiler en mettant Uno à la place de UWP et de le faire rouler sur iOS, Android et WebAssembly, donc dans le browser, non modifié ou le moins possible, disons. C'est ça. Donc, à quelque part, ce que vous faites, c'est que vous implantez, parce que quand tu dis que tu le fais rouler sous Android, sous iOS, c'est dans un conteneur WebAssembly que vous le faites rouler. C'est-à-dire que vous faites pas de la compilation pour ramener nativement sous iOS ou nativement sous Android. C'est toujours WebAssembly qui est votre... Non, c'est bien du natif, là. C'est justement, c'est là où il y a un petit peu le message n'était pas forcément évident. C'est là où c'est particulier. Donc, il y a vraiment, dans l'histoire de Uno, c'est que c'est plus large que ça. À l'origine, puis on pourra parler de WebAssembly spécifiquement après, et c'est là où le message est très difficile à faire passer parce que il faut qu'on explique les trois piliers, si on peut dire ça comme ça. On a commencé Uno avec iOS et Android. Donc, c'est vraiment, l'utilisation du code natif
Donc les UI View d'iOS et les View Group d'Android et les API Java et Objective-C qui sont disponibles pour chacune des plateformes, et se mettre par-dessus et faire en sorte que du code XAML, C#, UWP fonctionne almost as is. C'est ça notre objectif. Donc, juste que je comprenne, est-ce que vous faites vous faites de la conversion au niveau code vers du code, mettons, en Swift, ou vraiment c'est que vous avez utilisé Roslyn et vous avez bonifié, vous avez créé un compilateur finalement C#? Même pas. On utilise vraiment ce que Xamarin nous fournit. En ce moment, avec Xamarin, on peut prendre du C# et faire une application qui va utiliser les composants UI de iOS et de Android directement. Okay. Donc, là, donc c'est comme si on ferait un projet Xamarin, mais en utilisant Uno, lui s'occupe de toute cette poutine-là. Est-ce que je me trompe? Exactement, c'est ça. C'est tout à fait ça. On donne la possibilité aux développeurs d'utiliser exactement le même API set sur les 3 plateformes qui sont disponibles, en plus de UWP qui fonctionne déjà par défaut, parce que là, on n'est pas présent, Uno n'est pas présent sur Windows, mais sur iOS, Android et WebAssembly, on a réimplémenté, par exemple, le contrôle qui s'appelle Grid, en entier. C'est-à-dire qu'on peut placer des éléments à l'intérieur. On a tout ce qui est les column span, row span, ce genre de choses. C'est vraiment des détails bien particuliers. C'est le même comportement. Donc, quand on met une grille dans un contrôle, eh bien, il va s'afficher pareil sur toutes les plateformes. Mais Jérôme, je t'arrête ici, là. Si on peut faire à peu près l'équivalent de ce que tu me dis en Xamarin, c'est quoi l'avantage d'utiliser Uno? Est-ce que le XAML c'est vraiment le XAML qu'on retrouve sur la plateforme Windows? C'est exactement le même. Alors c'est ça qui est très intéressant, et là il y a beaucoup de discussions qui tournent autour de différents modèles de développement. Et une des raisons pour laquelle on a développé Uno à l'époque, c'est parce que en fait Microsoft a lancé leur fonctionnalité qui s'appelle XAML Edit and Continue. Et cette fonctionnalité-là est très particulière parce que quand on avait discuté avec Microsoft, on a participé à la création de cette fonctionnalité-là. Et l'objectif final de tout ça, c'est de dire à Microsoft, OK, moi, ce qui m'intéresse, je veux pas de designer, ça m'intéresse pas. Parce que le designer fait jamais ce qu'il faut, c'est statique. Les données que j'ai dessous, de toute façon, il faut que j'aille 5 pages plus loin dans mon application. C'est très difficile d'avoir une information qui va être pertinente en design time. Moi, ce que je veux faire, c'est, je crée mon projet, File New Project, je fais F5, et à partir de là, je vais écrire mon XAML, ça va se data-binder tout seul. Je vais écrire mon C#, ça va se recompiler tout seul sans que j'ai besoin de faire stop, puis F5 à nouveau pour redémarrer mon projet. C'est ça l'objectif ultime. Et Microsoft est vraiment avancé assez loin dans cette direction-là. C'est-à-dire que lorsqu'on lance notre application, on a quand même quelque chose qui fonctionne bien et on n'a même pas besoin de faire save quelque part pour éditer notre XAML pour que immédiatement dans l'application qui fonctionne, qui est en train de fonctionner vraiment comme si on l'exécutait en mode normal, ben on peut l'éditer en direct. Et ça comprend les bindings, ça comprend les animations, ça comprend c'est vraiment des éléments spécifiques à XAML, mais c'est pas du hot reload comme on peut voir un petit peu partout en ce moment dans les différents modèles de programmation comme React, comme Flutter ou comme Xamarin Forms. C'est vraiment, j'édite mon code qui est en train de rouler. Parce que c'est intéressant parce que là, tu viens de nommer un peu les produits avec lesquels on pourrait comparer Uno. Exactement. C'est-à-dire que Google a annoncé Flutter il y a à peu près quelques mois maintenant, on pourrait dire que c'est un produit un peu comparable, mais il y a Microsoft avec Xamarin Forms, et puis est-ce qu'on peut dire que les gens qui s'appuieraient, mettons, sur WebAssembly, il n'y a pas vraiment d'autres frameworks que WebAssembly. Il commence, mais qui est plus basé web à ce moment-là, là, c'est celui, j'oublie son nom, là, comment il s'appelle? Blazor. Il y a Blazor. Ben, ça, on peut en parler un petit peu après, là, si vous voulez. C'est vraiment la partie WebAssembly qui est vraiment un autre monde. Puis c'est un peu pour ça que quand on a vu WebAssembly qui s'est développé aussi, qui s'est activé aussi rapidement, et puis avec la qualité à laquelle ça s'est activé, si on peut dire ça comme ça, là, c'est vraiment du détail particulier, mais ça a vraiment, on va dire, poussé la production de Uno ou la publication de Uno parce qu'on a vu un intérêt significatif sur l'utilisation de WebAssembly et surtout de Uno en particulier vers WebAssembly. Donc, ça revient à la question de Guy. Vous, votre XAML, il ressemble à du XAML comme si on ferait du UWP. Parce que si on fait, par exemple, Xamarin Forms, il faut être conscient que le XAML, il n'est pas tout à fait le même. Exact. Donc, ça veut dire que tu n'as pas de changement de paradigme si tu es habitué à faire du UWP. Tu restes dans ce paradigme-là XAML.
C'est sûr que les gens de Microsoft aimeraient bien ça, les unifier, leurs amours, mais c'est plus difficile à faire qu'à dire. Exactement. C'est très compliqué. Il y a une chose qui est, la raison pour laquelle on a développé Uno, c'est parce qu'on avait des besoins immédiats de fonctionnalités bien particulières. On avait des applications WP, je vais y arriver, qui devaient fonctionner sur, iOS et sur Android. Donc, ça veut dire qu'on est parti de quelque chose qui était relativement complexe, avec un feature set bien spécifique, de fonctionnalités bien avancées pour arriver à les faire fonctionner sur iOS et Android. Généralement, quand on développe un produit, on fait pas ça. On fait l'inverse. On va avoir un MVP avec un set de features qui permettent de faire un certain nombre de choses, mais on va pas aller directement vers une certaine barre qui est assez élevée. Donc, on l'a fait un petit peu à l'envers, si on peut dire ça comme ça. Ce qui fait que, en prenant cette route-là, ça nous a permis d'avoir un feature set qui est quand même plus proche de ce que fait WP en termes de desktop. Et ça, c'est un des gros points que les frameworks en ce moment, comme Flutter en fait partie, mais Xamarin Forms et tous les autres, ils sont très orientés mobile. Et ils sont presque exclusivement orientés mobile. Et ça, c'est à mon sens un défaut, et c'est ce qui fait entre autres le plus gros problème du point de vue responsive design. Et c'est pour ça que targeter le web et WebAssembly avec des grands écrans comme on peut avoir sur un PC, c'est pas forcément facile si on n'a pas l'outillage qui permet de développer dans plusieurs modes. Et WP le permet parce qu'il a été développé pour toutes les différentes tailles d'écran qu'on peut avoir, qu'on parle de la Xbox vers les téléphones, même si les téléphones maintenant sont un peu écartés. OK. Outre cet avantage-là, quelle est l'autre raison pour laquelle quelqu'un devrait aller jeter un coup d'œil sur Uno? C'est la réutilisation de connaissances, hein, c'est principalement ça. L'idée, c'est que on pousse dans la direction de faire en sorte que la dev loop soit la plus courte possible, et que finalement, on développe une seule fois, et dans les faits, on espère que ça va marcher partout. Nous, c'est notre objectif. C'est sûr qu'on couvre pas la totalité des API de WP, ça ferait aucun sens. Il y en a tellement, même si dans les faits, on les a toutes. On a utilisé Roslyn pour scraper la totalité de la surface d'API de UWP. Elle est présente dans Uno, mais elle n'est pas forcément implémentée. On a implémenté une partie, principalement celle qui est présente dans XAML, mais il y en a d'autres morceaux. Par exemple, on a implémenté une partie du geolocation ou du light sensor ou des trucs comme ça parce qu'on en avait besoin. Mais c'est ça. Donc, l'idée, c'est de dire qu'on développe une fois, puis on va faire en sorte que ça marche sur la plateforme. Mais souvent, la faiblesse de ces outils-là, puis je vais me mettre un peu au défi, c'est que là, on dit, oui, ça marche, regarde, on a implanté la surface UI pour un bouton, la surface UI pour les contrôles tels qu'un edit texte, un drop-down list, ce genre de choses-là. Mais assez rapidement, quand on veut faire une application, on se dit, ouais, mais on aurait besoin d'onglets, on aurait besoin d'une grille. Donc, quelle est votre couverture? Est-ce qu'elle est assez étendue? Alors, c'est ça qui est intéressant. L'idée, c'est que on implémente au fur et à mesure les différents blocs qui sont présents dans le système. Par exemple, on a implémenté tous les boutons, qu'ils soient natifs ou pas. On a implémenté Combo Box, Message Box. Il y en a vraiment beaucoup, là. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que parce que c'est la surface d'API de UWP, ça veut dire que n'importe quelle librairie qui target déjà UWP, par exemple MVVM Lite, par exemple les Telerik Controls, on peut les recompiler par-dessus Uno. Donc ça veut dire que par exemple le calendrier qui est présent dans les Telerik Controls open source de chez Telerik fonctionne directement avec Uno par-dessus. Donc c'est vrai que l'implémentation que Telerik a fait, lorsqu'on l'a fait fonctionner par-dessus Uno sur iOS, Android et WebAssembly, le contrôle se comporte pareil. Donc, ça veut dire que pour un Telerik, ça serait assez facile pour eux autres d'annoncer que leur contrôle supporte votre plateforme. C'est ça. Alors maintenant, c'est sûr qu'on n'a pas tout implémenté, donc forcément, il y a des morceaux qui peuvent ne pas fonctionner. Mais c'est ajouter les fonctionnalités dans Uno qui permettent de faire en sorte de supporter des contrôles additionnels, comme Telerik ont des contrôles de charting qui sont quand même assez intéressants et particulièrement customisables. Eh bien, c'est le genre de contrôle qui fonctionne déjà avec ça. Donc, on l'a pas encore mis à disposition par manque de temps principalement là, mais c'est le genre de choses qu'on va pousser assez rapidement sur GitHub pour que les développeurs puissent commencer à jouer avec. Puis là, Uno, vous l'avez mis dans la communauté open source. C'est sûr que Inventive est un contributeur important. Puis vu que vous, c'est votre gagne-pain parce que vous utilisez cette plateforme, ce framework-là pour faire vos applications, donc vous avez intérêt à continuer à investir dedans et le faire évoluer. Mais j'imagine aussi qu'en l'ouvrant, vous espérez avoir une communauté qui va se développer autour.
Bah, c'est l'idée. On s'est dit, on a regardé la surface d'API de WP et puis bon, très franchement, elle est massive. Là, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'API qui sont disponibles. Humainement, c'est pas forcément facile de suivre Microsoft derrière tout ce qu'ils sont en train de faire, ce qui est normal. Donc, nous, on continue à développer le framework parce qu'on en a besoin et puis ça nous permet de développer nos propres applications. Et puis, si on a la communauté qui est capable aussi d'en prendre, puis de faire du développement dessus et de l'utiliser, pourquoi pas. Moi, je suis sur le site là, présentement de Uno, plateforme.uno, puis je pense il y a une phrase là, qui décrit bien là qu'est-ce que Uno. Uno, c'est un bridge UWP gratuit pour iOS, Android et WebAssembly. Le mot bridge, je pense, décrit bien ce que tu as mentionné tout à l'heure. C'est ça. Bridge, c'est vraiment, c'est la terminologie Microsoft. Alors c'est assez amusant parce que et là c'est WebAssembly qui est un petit peu un autre bridge qui permet de croiser vers un autre type de population de développeurs, ce qui est très intéressant. Là, on va pouvoir en reparler ça aussi. Mais l'idée c'est que le bridge, c'est vraiment dans la continuité de ce que Microsoft avait fait avec Islandwood et puis je me rappelle plus le nom là, c'était Islandwood puis Astoria si je me souviens bien. L'idée c'était vraiment de prendre un API set connu puis finalement de l'implémenter par en dessous de façon à ce qu'il se comporte de la même manière sur iOS, Android, Windows selon la destination. Et puis là, dernièrement, puis c'est une des choses que vous avez, entre autres, en plus de relâcher publiquement votre projet open source, vous avez profité de la vague qui est autour WebAssembly pour dire, nous aussi, c'est une cible. Donc, on serait peut-être temps dans l'émission qu'on commence à expliquer qu'est-ce que c'est WebAssembly. Donc, dans ton vocabulaire à toi, comment tu décrirais WebAssembly? WebAssembly, si je cible le vocabulaire en fonction des développeurs qui écoutent ce podcast, on pourrait considérer ça comme un IL plus bas niveau, si on peut dire ça comme ça. C'est une sorte de machine virtuelle avec un set d'instructions assez limité qui permet de manipuler la mémoire. Et c'est pas mal juste ça. Et d'interagir avec du JavaScript. Ça se limite à ça. Et le conteneur privilégié pour justement faire rouler ce IL de très bas niveau-là, c'est un navigateur web. Exactement. Mais ça peut être aussi autre chose. C'est que c'est principalement les navigateurs web, mais ça peut très bien être V8 sous la forme d'un composant qui roule dans Node. Mais ça peut très bien être aussi, il y a des exemples de systèmes qui ont été inventés pour faire rouler carrément en kernel. Donc c'est vraiment des modules kernel en WebAssembly. Donc c'est le genre de choses. Donc c'est quand même assez large, mais principalement la target en ce moment c'est web browser, oui. Je me demandais même, peut-être que je vais dire une stupidité, mais Microsoft n'a pas annoncé que dans Windows 10, une application WebAssembly serait exécutée comme si ça serait une application native. C'est-à-dire que là, c'est sûr qu'ils vont probablement utiliser le conteneur du navigateur Edge pour faire ça. Ils réinventeront pas la roue. Mais à quelque part, toi, si, mettons, parce que tu peux télécharger une application WebAssembly, tu pourrais la télécharger, mettons, du store, et Windows 10 la verrait comme étant une application native. Est-ce que ça a du sens ce que je suis en train de dire, ou je suis en train de dire complètement quelque chose qui... Est-ce que je m'égare? Ça se peut. Alors, pas tout à fait. T'as presque raison. En fait, ce que je pense que tu veux dire, c'est que tu parles des Progressive Web Apps. Ah oui. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Non, tout à fait. Mais c'est pas tout à fait, mais les deux se rejoignent. Le Progressive Web Apps, en gros, c'est un site web pour lequel il y a un manifeste qui dit, je peux avoir des web workers derrière, si je me souviens bien. Et puis, ce site web-là devrait se comporter comme une application. Donc, ça veut dire qu'il rentre dans un container pour lequel il va avoir accès à un certain nombre de choses comme les API qui viennent de WinJS et de UWP. Donc, il y a un tas de choses qui vont être disponibles en plus de ce qu'un site web normal pourrait avoir. Oui, puis c'est pas du tout la même chose que WebAssembly, tu as tout à fait raison. Donc, si on fait si on le met en contraste, ça serait quoi le WebAssembly plutôt? WebAssembly, en fait, ce serait un morceau de code, comme JavaScript finalement, qui serait dans ta Progressive Web App.
Donc c'est vraiment, ça se limite à ça. Donc WebAssembly, c'est un format binaire. Hein. C'est comme si c'est un autre morceau de code, évidemment, du même principe que d'un côté, tu as du JavaScript qui est du code source qui est interprété au fil de l'eau quand il est téléchargé par le browser. Et bien de l'autre côté, c'est un morceau de code en WebAssembly qui va être l'équivalent d'une DLL finalement, qui va être interprété, qui a été précompilé par le développeur sur sa machine. Et le browser, quand il va récupérer ça, il va se contenter juste de l'interpréter directement. Il n'y a pas de parsing invoqué ou quoi que ce soit qui pourrait ralentir le processus. Puis là, ce qui est intéressant, c'est que donc tu as ce format binaire-là, mais forcément, nous, quand on programme pas en binaire directement, mais à ce moment-là, ce qu'on peut dire, c'est tu peux prendre, dès que tu crées un compilateur vers cette cible-là, ben, tu peux, par exemple, prendre un langage C# et dire, avec du C#, je génère du WebAssembly, ou je pourrais prendre un langage comme dans un autre écosystème complètement différent. C'est ça, exactement. Et en fait, il y en a quand même un bon nombre qui sont partis là-dedans. Et en fait, c'est ça qui est assez intéressant, c'est que depuis 1 an et demi, en fait, il y a un consortium qui a été mis en place pour définir WebAssembly. Puis, ce qui est très fort, et ce qui n'est pas arrivé avec ASM.js ou d'autres technologies comme ça, c'est que ils sont tous mis d'accord pour avoir vraiment un MVP extrêmement simple, pour lequel, en fait, l'implémentation ne peut pas vraiment varier tant que ça, pour lequel le feature set va être extrêmement défini. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est très limité, mais en même temps, c'est suffisamment ouvert pour être capable de faire ce qu'on a fait avec Uno. Et ça permet, par exemple, d'avoir Go, ça permet d'avoir Rust. Il y a du C, du C++. Il y a maintenant, si je me trompe pas, je pense que Java va bientôt arriver. Mm-hmm. Et il y a, bien entendu, Mono, qui est capable aussi de targeter WebAssembly et de rouler directement dans le browser. Et puis dans votre cas, vous, donc c'est un mélange du C#, du XAML, du WP que vous compilez vers la cible, le IL du WebAssembly. Donc alors c'est presque ça. Ah oui, c'est presque ça, mais il y a beaucoup de niveaux en fait dans tout ça, mais ce qui est intéressant en fait, c'est Miguel de Icaza, mettons, je crois si je me souviens bien, c'est quelque part en novembre passé, avait dit on est en train de regarder un petit peu WebAssembly, on investigue ce qu'on pourrait faire avec ça. Puis il y avait deux personnes qui travaillaient dessus, qui avaient avancé quand même significativement. C'était intéressant, ça donnait une bonne proof of concept qui était assez facile à utiliser, mais qui était quand même assez limitée. Continuer un petit peu quelques mois, je regarde en janvier, bon c'est intéressant, ça va un petit peu plus loin, ça donne une idée de ce qui va se passer. Puis là, je regarde en début mars, et là, complètement différent. Là, on se retrouve avec quelque chose qui peut fonctionner de bout en bout, avec une qualité de runtime du type celle qui roule sur iOS avec Xamarin, qui est capable de fonctionner de bout en bout avec un garbage collector, alors qu'a priori c'était pas possible, qui est capable d'exécuter du code presque sans anicroche. Vraiment, c'est exceptionnel. Donc, on s'est retrouvé avec cette masse qui est tombée d'un seul coup du jour au lendemain et qui nous a permis de tester plein de choses. Puis bon, je commence à tester un petit peu. Je dis tiens, je vais essayer de faire un petit peu de réflexion. Ça marche. Je teste Reactive Extensions, ça marche. Tiens, non, c'est quand même intéressant. Je teste un petit peu plus loin Roslyn. Ça marche presque. Donc là, Roslyn marche presque, mais là, en ce moment, maintenant, dans les derniers bits qui sont sortis, il marche en entier. Donc là, Roslyn, par exemple, il y a quelqu'un qui a pris le runtime complet de Roslyn, qui l'a compilé dans une application qui roule directement dans le browser. Et donc, on peut complètement localement dans le browser écrire du C#. Ça génère un assembly.NET qui est exécuté par le runtime dans le browser. Et on peut à ce moment-là très aisément se faire un interpréteur C# aussi qui roulerait dans un navigateur web ou Exactement. Mais il y a beaucoup de choses qui se tournent les unes dans les autres et ça active beaucoup de scénarios et donc entre autres ça nous a permis de faire en sorte que ce qu'on était capable de faire rouler sur iOS et Android pour Uno et de faire du XAML sur ces deux plateformes-là, bien finalement dans l'espace d'à peu près 3 semaines, à partir du moment où on a déterminé que Mono sur WebAssembly roulait suffisamment, de faire fonctionner tout l'environnement qu'on avait déjà fait pour avoir du WP et du XAML sur iOS et Android, de le faire rouler dans WebAssembly. Puis là, tu me confirmeras, tu me diras si c'est vrai ce que je suis en train de raconter, mais quand tu fais une application WebAssembly, c'est comme l'équivalent de faire un single page application, un SPA en format web, c'est-à-dire qu'il y a une seule page dans laquelle tu vas faire rouler ton application dans ton navigateur. Est-ce que c'est vrai ou c'est plus complexe que ça? Non, c'est littéralement ça.
Le plus proche de tout ça, ce serait, si je pouvais comparer avec une techno qui existe, ou qui existait, si on peut dire ça comme ça, c'est Silverlight. Mhm. C'est vraiment, en fait, dans les faits, là, quand on présente Uno à des développeurs, il dit, mais c'est exactement ça que je veux faire. Le web, ça m'intéresse pas. J'ai pas envie de faire du Vue, j'ai pas envie de faire du Angular, j'ai pas envie de faire toutes ces technologies-là du web parce que le JavaScript, j'aime pas ça. Et puis, on vient avec quelque chose qui fait la même chose ou très proche de ce que Silverlight était capable de faire. Et puis, il voit vraiment la possibilité d'avoir l'équivalent vraiment complet de Silverlight. Ça, c'est intéressant. Mais pourquoi j'amenais le fait que c'est un single page application, c'est que vous pourriez avoir des compétiteurs que les autres vont cibler WebAssembly et en utilisant les outils qui permettent d'encapsuler un SPA pour faire une application qui cible iOS, une application qui cible Android. Dire nous aussi notre plateforme cible Android et iOS parce que grosso modo littéralement en utilisant j'ai un blanc de mémoire là, comment s'appellent les frameworks open source qui permettent Cordova. Cordova. Donc eux à quelque part tu prends Cordova et tu prends ton WebAssembly qui roule dans SPA et tu serais capable de cibler iOS. Est-ce que ça a du sens ce que je dis? Absolument, ça a du sens. Mais vous c'est pas ça que vous faites. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. On préfère utiliser la plateforme pour des raisons de performance principalement, et puis aussi pour des raisons on va dire de compatibilité. Il se trouve quand même que en ce moment le playground, je vais pas dire ça comme ça, d'iOS, des navigateurs web dans un contexte d'application sont pas avantagés par les plateformes généralement. Il y a des problèmes d'accès aux API, il y a des problèmes de performance, et qui seront toujours vrais de toute façon avec WebAssembly encore, parce que ça reste que pour sortir de la boîte de WebAssembly, il faut passer par du JavaScript. Tout à fait. Puis ça reste quand même un problème de performance. Donc oui, ultimement, peut-être que ça va arriver là. Peut-être que si Apple veut bien se laisser faire, ça va peut-être arriver dans cette direction-là. C'est peu probable parce que ils veulent quand même garder leur chasse fermée, si on peut dire ça comme ça. Là. Mais oui, c'est tout à fait possible. Et puis, du point de vue de Microsoft et de Google, oui, ça fait définitivement du sens d'avoir un écosystème qui soit plus large. Ça permettrait d'avoir un tas d'applications qui fonctionneraient relativement bien et littéralement pareil, en fait, quel que soit l'environnement. Mais Jérôme, on a vécu le cas où les plugins ont été barrés des différents furteurs. Est-ce que là on se retrouve avec un petit peu le même genre, un runtime qui est possible, mais ça serait possible là, d'ici quelques années que je sais pas, Chrome me dit non, il y a plus de WebAssembly qui roule dans notre furteur, ou Apple dit non, dans Safari ça roulera jamais. Il y a rien qui nous prévient de ça. Alors non, c'est sûr que ça pourrait éventuellement arriver, mais comment dire, c'est-à-dire que le consortium qui a développé WebAssembly c'est quand même protégé contre ça. Un des gros problèmes qu'il y avait avec finalement ActiveX, puis les composants COM et autres intégrations natives qu'il peut y avoir dans les browsers, qui ont fini par se faire enlever au fur et à mesure du temps, c'était que finalement elles donnaient trop d'accès. En fait, c'était extrêmement difficile de restreindre les appels système. Finalement, ça donnait accès à la totalité de ce que l'utilisateur avait de disponible. Donc, c'était pratiquement impossible à protéger. Et dès qu'il y avait, d'ailleurs, il y en a toujours, quand il y a des vulnérabilités qui sont présentes dans Flash et autres plugins du genre, c'est très difficile à protéger. La grosse différence qu'il y a avec WebAssembly, c'est que c'est une machine virtuelle qui est extrêmement protégée. Par exemple, il n'est pas possible d'écrire de la mémoire exécutable en WebAssembly. Donc, c'est pas possible d'aller, on va dire, faire des buffer overflow puis d'aller exécuter du code un peu aléatoirement. Ça fonctionne pas. Donc c'est quand même relativement bien protégé. Et puis il y a toutes les contraintes de taille, les contraintes de tout ce qui est bound checking qu'on peut avoir. Mettons quand on indexe un tableau en .NET, WebAssembly c'est pareil. Le natif en dessous prémunit contre ce genre de problème. Mais là, oui. Jérôme, je t'entends. Ça veut dire qu'il y a certaines capacités qu'on peut faire en .NET que on faut se restreindre à ne pas utiliser si on veut cibler WebAssembly parce que ou littéralement parce que ou vous allez juste les ignorer ou comment tu sais si je suis en train par exemple de créer du code dynamiquement ce type de comportement-là, je pense que vous allez avoir de la misère à ce moment-là avec cette contrainte-là dans WebAssembly. Alors c'est là où justement
historiquement, je t'aurais dit oui, effectivement, c'était compliqué. Et en fait, plus du tout. Ça a beaucoup changé en fait depuis, on va dire la dernière année. En fait, il y a de ça à peu près une quinzaine d'années, Microsoft. Mono avait durant son développement, avait ce qu'on appelle un interpréteur. Donc en gros, lorsqu'on exécute du code en .NET, il y a trois manières de faire, grossièrement. Il y a un mode JT. Donc on prend le code IL, on génère du code natif en fonction de ce qui est exécuté. On a le mode AOT qui est pré-générer le code natif au complet pendant la compilation, puis lorsqu'on est au runtime, on fait rien de spécial, on exécute ce code-là. Ça, c'est ce qu'il y a comme mode en ce moment sur iOS, par exemple, et qui ne permet pas de faire du code dynamique. Et il y a un troisième mode qui s'appelle le mode interprété, et qui lui est plus lent, parce que forcément, chaque opcode d'IL est interprété à chaque fois il est lu, mais il permet d'avoir une flexibilité assez significative lorsqu'on veut exécuter du code dynamique. Donc c'est une sorte de hack, si on peut dire ça comme ça, parce que ça permet de faire des choses qui sont pas possibles normalement. Et par exemple, lorsqu'on parle d'iOS ou de WebAssembly spécifiquement, là où on peut pas exécuter du code qui est créé au runtime, ça permet d'utiliser toutes les API qu'on appelle link expressions. Donc on peut faire des expressions puis les construire, puis en fait ensuite appeler compile et ensuite les exécuter. C'est des API qui sont quand même assez avancées, mais qui permettent de faire des choses quand même assez intéressantes et de faire des fois des choses qui sont impossibles en C#. Et toutes ces API-là étaient complètement bannies lorsqu'on parlait d'iOS et de WebAssembly avant que le mode interprété arrive. Alors, sûr que le mode interprété est présent maintenant dans ces deux plateformes-là et ça permet d'activer beaucoup de scénarios comme le code dynamique dont tu parlais, Mario. OK. Donc, si on revient à votre plateforme Uno, pour vous, c'était un naturel de cibler aussi WebAssembly parce que ça vous ouvrait la porte, pas juste vers les navigateurs, mais aussi vers toutes, entre autres, toutes les devices, où est-ce qu'on les Chromebooks et tout ce type de clients-là qui de plus en plus prennent de l'ampleur quand même. Là, on peut pas ignorer ça. Non, c'est vrai, mais j'aurais tendance à dire que oui, effectivement, ceux-là sont intéressants, mais j'aurais tendance à dire que pour l'instant, en fait, peut-être que c'est un autre marché qui va peut-être s'ouvrir à plus large, mais le marché qui est le plus intéressant en ce moment, c'est l'entreprise. L'entreprise, en fait, ça a beaucoup de développement qui a été fait avec Silverlight ou qui veulent avoir du développement qui va se faire en HTML avec JavaScript. Et puis, le problème, c'est que quand on a juste un marteau, tout est un clou. Donc, quand on a juste du JavaScript ou du TypeScript, malheureusement, on va l'utiliser partout, à toutes les sauces. Oui, parce qu'avec Silverlight, il n'y a pas de sortie là présentement. Là. Non, exactement. Donc, lorsqu'on voit ça, on se dit, OK, WebAssembly, ça donne quand même quelque chose d'assez significatif. Si on met de côté le fait simplement qu'il y ait juste Mono et C# qui marchent, ça reste qu'il y a tout un tas de morceaux de code qui ont été développés depuis des années en C++. Durant le Google I.O., ils ont montré, c'était AutoCAD qui roule en WebAssembly dans un browser. C'est pas la petite application, là. C'est vraiment le gros morceau de code et puis qui a été développé depuis des années. Donc c'est le genre de choses qui fait en sorte que on se retrouve sur des segments qui sont pas du tout faits pour dire qui sont pas adressés en ce moment. On parle d'un vertical qui n'existe pas en ce moment. Et ça permet d'adresser par exemple des besoins que des gens qui voudraient avoir un morceau de code qui soit complètement uniforme entre toutes les plateformes. Donc mettons iOS, Android, le web serveur, le web client, le desktop, tout ça c'est le même code partout et on n'a pas d'installation particulière à faire locale. Donc, par exemple, une organisation qui aurait beaucoup de développeurs, C#, qui ont fait beaucoup de WPF, donc eux autres, le web, c'est complètement inconnu pour eux. C'est un gros pas de dire on s'en va vers le web et c'est peut-être un pas beaucoup plus logique de dire on va aller vers une plateforme comme Uno et on va cibler tous ces types de nouveaux types de devices qu'on doit que nos clients ont besoin que nos applications roulent dessus, que ce soit iOS ou Android ou même le browser. Mais avec une seule base de connaissances. Là, c'est vraiment ça, quand tu dis l'entreprise, c'est ça que vous avez en tête, là. C'est ça, exactement. Ça en fait partie. C'est un des scénarios qui nous intéresse. Et c'est vrai que il y a aussi la partie si on veut targeter Linux ou si on veut aller sur macOS, c'est difficile d'y aller en ce moment. Pour beaucoup de développeurs, il faut aller vers des API, il faut aller faire du Electron ou du JavaScript. Puis ça reste que c'est uniquement ceux-là. On est coincé dans cet écosystème-là.
Puis il y a un certain nombre de développeurs qui veulent pas forcément aller dans cette direction-là, et on donne cette possibilité-là via Uno. OK. En fait, on peut, si on résume un peu, là, en tant que développeur .NET C#, qui écrit mon application en XAML, je peux la faire rouler dans un furteur sur WebAssembly, sur PC, Mac, Linux, partout où Chrome ou un furteur qui supporte WebAssembly va rouler. C'est exactement ça. C'est exactement ça, et en fait, on en est même vraiment arrivé à la conclusion que comme le feature set de WebAssembly dans tous les browsers est vraiment le même, on se retrouve avec quelque chose qui fonctionne vraiment très très bien de la même manière partout. Donc que ce soit sur Linux, que ce soit sur un téléphone, que ce soit sur un morceau exotique sur une télé Samsung peut-être qui va supporter WebAssembly. Vu que ça a été implémenté et que ça supporte vraiment le feature set dont on a besoin, eh bien, on va pouvoir être capable de faire fonctionner ce code-là. Donc, c'est plus large que simplement aller être capable de faire fonctionner dans un browser. Ça va plus loin que ça. Les limitations sont à peu près les mêmes. J'imagine que ce qu'on avait avec Silverlight, c'est-à-dire on peut pas accéder directement au système d'exploitation, système de fichiers. On doit passer par un back-end pour communiquer avec une base de données, des choses comme ça. Alors, c'est là où c'est un petit peu particulier, et c'est là où aussi on peut aller plus loin. Oui, effectivement, quand on roule dans le contexte d'un browser directement, c'est-à-dire mettons qu'on se connecte sur une URL quelconque qui est considérée comme publique, là oui, effectivement, on va se retrouver avec les mêmes contraintes que ce qu'on a avec JavaScript. Donc, c'est-à-dire, on a accès au DOM, on a accès aux API aux API qui ont été définis par le consortium du web, donc tout ce qui est geolocation, caméra, micro, ce genre de choses. Donc là, on est limité de la même manière. C'est sûr que aller ouvrir un fichier sur le file system, là, c'est plus difficile. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que parce que ça reste quand même un environnement qui est basé HTML, on a quand même le shell Electron qui est disponible. Donc ça veut dire qu'on peut prendre notre application qui a été faite avec WebAssembly, donc sur un site web normal, la mettre dans la packager directement, puis la mettre dans un Electron. Et là, dans ce cas-là, on va avoir accès à tout ce qu'une application normale est capable de faire. Donc par exemple, l'équivalent finalement de ce que est capable de faire Code. Visual Studio Code, en ce moment, il y a accès à ouvrir des fichiers, à écrire sur le système, à faire tout un tas de choses autour. C'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est-à-dire que par exemple dans le monde mobile, si on utilise Cordova, ça va leur donner le bridge vers les API locales, et si on utilise Electron du côté Windows, Mac, là ça va nous donner le pont vers les API locales des systèmes d'exploitation pour la partie WebAssembly. Et c'est souvent le modèle que beaucoup de gens qui vont cibler WebAssembly dans le futur, c'est vers ça qu'ils vont dire on supporte multiplateforme en invoquant ces mécanismes-là, j'imagine. Exactement. Alors, c'est sûr que en ce moment, WebAssembly, je disais, c'est limité du point de vue des fonctionnalités. Lorsqu'on veut sortir de la boîte, il faut passer par JavaScript. Ça se gère assez bien, ça s'abstrait quand même assez bien. Mais il y a beaucoup de choses qui sont prévues dans le futur qui permettront d'améliorer la performance, la compatibilité et puis l'accès aux fonctionnalités du système. Mais c'est déjà un très 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 bon départ. Puis ceux qui ont entendu parler de Blazor, est-ce que tu pourrais faire un petit comparatif? Oui, bien sûr. Alors Blazor, on va dire que c'est vraiment le système qui est avec ASP.NET Core. Donc c'est comme un site web vraiment là. C'est lorsqu'on prend un site web qui a été développé avec ASP.NET Core puis Razor, on va se retrouver avec deux composants. On va avoir un composant qui va être plutôt back-end, qui va construire le UI, qui va l'envoyer au browser lorsqu'on fait une demande. C'est sûr que ça peut être une SPA, ça peut être en multipage, mais mettons que si on reste sur un modèle plutôt SPA, on va quand même avoir de l'aller-retour. C'est-à-dire qu'on a quand même quelque chose qui va se passer du côté du serveur, qui va faire du rendu d'HTML, potentiellement, sur le serveur, puis un autre morceau qui va peut-être se passer côté client. Donc là, c'est un modèle un peu hybride. Et donc, là où Blazor rentre en compte, c'est que finalement, on prend la partie qui roule sur le serveur, le C# qui fait le rendu HTML sur le serveur, et on le ramène dans le client, donc dans le browser finalement. Et là, on se retrouve avec finalement un modèle, on va dire client-serveur local, si ça fait du sens. Ouais, c'est un peu bizarre, là, mais c'est ça qui se passe. C'est qu'on les deux sont placés dans le même espace mémoire, si on peut dire ça comme ça. Et puis, les deux s'exécutent comme ça
Donc il y a du JavaScript qui va s'exécuter de Blazor du côté DOM, et puis le C# va s'exécuter côté WebAssembly, et les deux vont se parler pour arriver à faire une application qui finalement c'est un site web, sauf que le serveur roule dans le client. Ouais, un peu comme ce qu'on fait avec les règles de routing quand on fait du Angular. Forcément, on tourne pas toujours sur le serveur. Il y a comme on a l'impression qu'on parle à un serveur, mais on est juste en train toujours de parler localement dans le navigateur, et c'est la même chose qui se passerait avec Blazor. Exactement. Sauf que c'est vraiment ce qu'on finit par avoir quand on a ce modèle-là, c'est vraiment plus proche d'une application mobile. C'est-à-dire que ce qui sort de l'application, finalement, c'est uniquement des appels d'API. Donc, c'est juste des appels REST vers ton back-end, finalement. Exactement. OK. Et là, je comprends un peu plus dans quelle mesure votre plateforme Uno, elle se différencie de toutes les gens qui pourraient offrir, parce qu'il va en avoir beaucoup d'offres autour de WebAssembly dans les prochaines années. Mais vous, parce que dans le passé, vous aviez travaillé à cibler nativement Android, à cibler nativement iOS, c'est là où vous vous différenciez, c'est-à-dire, vous dites, pour Android et iOS, là, on se bande même pas à essayer de packager ça dans un navigateur. On vous donne le natif direct, l'accès full à toutes les API, si vous voulez. Donc, c'est là où est-ce que ça devient intéressant pour une entreprise, c'est-à-dire que tu peux cibler tout ton mobile et cibler un site web avec une seule plateforme. C'est exactement ça. Et ça va même un petit peu plus loin que ça. Puis là, on rentre un petit peu plus dans les différences qu'il peut y avoir avec, mettons, Xamarin Forms ou avec Flutter. C'est que Microsoft, en fait, ils ont vraiment eu une intuition excellente, même en partant de WPF, hein, lorsqu'on parle de ce qu'on appelle le control templating. C'est-à-dire que lorsqu'on dit qu'on a un bouton, la manière dont le bouton va s'afficher, c'est le control template. Et le control template, ça va être un ensemble de rectangles avec des couleurs, avec du texte, puis avec ce qu'on appelle des états. Lorsqu'on appuie sur le bouton, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il est désactivé, qu'est-ce qui se passe? Puis là, on va définir cet ensemble de contraintes pour arriver à faire notre bouton. Ça, c'est le premier mode, et ça, c'est le mode que WPF et UWP font en ce moment. C'est-à-dire qu'ils dessinent leur bouton. Puis là, l'autre mode, qui est finalement d'utiliser ce que la plateforme fournit. Et là, lorsqu'on est sur iOS et Android, ça prend tout son sens. C'est-à-dire que si on veut être capable d'afficher le bouton natif de la plateforme parce que le toggle switch qui nous intéressait, il a la petite animation qui va bien, et qu'on n'a pas envie de redéfinir ce bouton-là, ce toggle switch-là, lorsqu'on écrit notre toggle switch en XAML, sa représentation qui va être utilisée par le runtime en dessous va être celui du système. Mm-hmm. Mais il y a la possibilité de le changer au runtime de la version XAML dessinée au complet vers la version qui est native. On a des petits exemples comme ça qui permettent de passer d'un mode à l'autre directement. Ce que les autres plateformes font un petit peu moins bien. Jérôme, je t'écoute, puis ce qui me vient en tête avec WebAssembly, c'est qu'il y a quand même beaucoup de codes qui sont plus... Tu sais, tu me parles de code natif, mais souvent, c'est pas si natif que ça. Même si on dit qu'on compile pour supporter le mode dynamique, on va être plus en mode interprété. La performance, est-ce que c'est toujours là avec WebAssembly? Alors ça, c'est un point particulier. Mono, en fait, c'est très neuf. Là, comme je vous disais, ça fait quelques mois que ça fonctionne plutôt bien. Ça reste quand même qu'en ce moment, il y a juste un seul mode de fonctionnement sur WebAssembly pour Mono. C'est le mode interprété. Et malheureusement, en ce moment, c'est pour ça que si vous allez visiter le site de Uno, le playground qu'on a fait qui permet de tester Uno en live directement dans le browser, vous allez constater que c'est pas toujours super rapide. Et si on fait des comparaisons, en fait, il y a des gens qui ont fait des benchmarks de performance avec les différentes disponibilités. Puis là, on se constate que, par exemple, un algorithme en C qui a été développé de tri, lorsqu'il roule en C natif directement sur la machine, il prend 0.6 millisecondes à s'exécuter. Lorsqu'on prend le même algorithme, on le compile en C, mais vers WebAssembly, il met 1 milliseconde à s'exécuter. Et si on prend ce même algo-là, puis qu'on le fait rouler dans Mono en mode interprété, là, on est à 470 millisecondes. Donc là, c'est quand même plus lent. 470 fois plus lent. C'est ça. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que le mode interprété, en ce moment, c'est un mode considéré comme un fallback. C'est-à-dire que vraiment, ça permet de fonctionner, mais c'est pas ce qui va rester. C'est-à-dire que ça va permettre de faire des scénarios avancés comme l'aspect dynamique, mais ce qui va rester vraiment, c'est le mode AOT, donc Ahead of Time. C'est de la compilation à l'avance.
qui va permettre d'avoir quelque chose qui va être probablement aux alentours de 400 fois plus rapide que ce qu'on a en ce moment, et très proche de ce qu'on va voir sur iOS et Android. Mais ça, on n'aura pas ça demain. Ça va prendre encore des mois et peut-être même des années avant que Microsoft fabrique un vrai produit commercial parce que là, on est vraiment en mode exploration là, chez Microsoft. On n'est pas en train de créer un produit commercial. Pas tant que ça en fait, c'est ça qui est intéressant. Ce qu'il faut voir, c'est que c'est que l'AOT en fait, c'est pour ça que c'est assez étonnant. Généralement, quand on part avec un framework tout neuf, avec une plateforme toute neuve, généralement on va avoir quelque chose qui va fonctionner assez mal, puis pour lequel le comportement va être généralement assez éloigné de ce qu'on devrait avoir. Là, on se retrouve avec quelque chose qui fonctionne quasiment parfaitement. Quand on parle de comportement. C'est-à-dire que si on prend le garbage collector, se comporte exactement pareil qu'il va se comporter sur iOS et sur Android. Les weak reference, qui sont vraiment un cas, mais extrêmement complexe de side effects qu'on pourrait avoir, des effets de bord possibles autour de ça sont intenses. Ça marche parfaitement. Donc, on est vraiment sur quelque chose pour lequel Microsoft et la team de Miguel de Icaza sont vraiment en train de réutiliser tout ce qu'ils ont fait dans Mono qui roule sur Linux, sur macOS et autres, ce qui roule sur iOS et Android, et ils vont se contenter de prendre ce qu'ils ont déjà développé pour iOS et Android en termes d'AOT et le porter vers WebAssembly. Et ça, on parle pas de un an, là, on parle de quelques mois. C'est ça qui est intéressant. Ils réutilisent énormément. Mais là, c'est quoi l'intérêt pour eux de faire ça? C'est pour faire aussi que leur plateforme Xamarin puisse cibler WebAssembly aussi à terme, puis juste iOS et Android, ou il y a d'autres enjeux que je comprends pas, là. J'essaie de... Parce que c'est quand même... C'est difficile à dire. Là, par contre, je pense qu'on rentre dans l'aspect peut-être qui est fermé de Microsoft, je le sais pas. J'ai pas réussi à tirer les verres du nez de Miguel pour savoir où ils allaient avec ça. Tout ce que je vois, c'est qu'ils investissent dedans et qu'ils vont très vite. Mais il y a aussi le fait que pour Microsoft, ce qu'ils veulent s'assurer, c'est de ramener tous les programmeurs dans leur écosystème. Donc, ils se disent, si ça nous ramène... Parce qu'un jour, quand tu as les programmeurs dans leur écosystème, ils se disent qu'ils sont de plus en plus proches de la plateforme Azure, qui est le gagne-pain de Microsoft. C'est vrai. Donc, puis pour eux autres, d'avoir 15... Tu sais, l'équipe qui travaille sur VSTS, là, puis sur Visual Studio, c'est 4000 développeurs. Donc, prendre 100 développeurs et les faire travailler sur cette plateforme-là, c'est pas un gros investissement financier dans le gros budget gigantesque de Microsoft. Donc, probablement aussi, au niveau gestion de risque, ils disent, allons-y. Ben, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de récupérer toute la génération, là, les 3, 4, 5 années là où en entreprise, c'est fait beaucoup de Silverlight. Donc, on est capable de migrer ces applications-là, de garder les mêmes paradigmes de développement avec le même knowledge au niveau des développeurs. Donc, ça, c'est tout à fait génial. On va rechercher ce qu'on avait perdu en entreprise. C'est exactement ça. On pourrait penser, puis votre plateforme est pas si loin, c'est que on pourrait penser tout à l'heure qu'il pourrait avoir un bridge pour dire, nous, on ferait un projet Silverlight et on vous l'amène en WebAssembly. On y a pensé. On y a pensé. C'est pas très très loin. Le XAML et le C# qui étaient présents là-dedans, c'est pas très très loin. Il y avait déjà des bridges qui permettaient de passer d'applications Windows Phone Silverlight vers du WP. Donc c'est du même modèle. Là, après ça, c'est plus une question, ceux qui ont souvent, ils disent, on veut pas prendre l'application telle quelle parce que quelques années plus tard, on voudrait en profiter pour refaire une écriture et repenser peut-être le comportement de l'application. Donc, souvent, ça coûte moins cher de refaire l'application, encore là, peut-être en utilisant du C# et une plateforme comme Uno, mais from scratch en repensant les interfaces plutôt que juste dire, fais-moi un transfert 1 pour 1. Donc, c'est souvent ce qui fait que le rendement économique de prendre le temps pour vous de faire ça serait pas, il y aura pas un business case, là. Mais non, par contre, c'est sûr qu'il y a beaucoup de code qui est déjà présent, hein, tout ce qu'on parle de code business. Là, en ce moment, c'est pas possible de le faire rouler directement dans le browser. Sans WebAssembly, en ce moment, c'est soit de transpiler vers du JavaScript, ce qui est généralement un petit peu off, parce que ça donnera pas toujours les mêmes résultats. Là, on parle vraiment de quelque chose qui se comporte littéralement pareil que ce qu'on pourrait avoir lorsqu'on le fait rouler sur le desktop. Et gros avantage, on pourrait dire au client, ton Silverlight, il roule maintenant en Android, il roule maintenant sur iOS si tu veux aussi.
C'est tout à fait vrai. Puis, qui est souvent les cibles les cibles modernes sur lesquelles ils aimeraient bien que leur application roule. Exactement, absolument. Ouais. Absolument. Ça, c'est le gros morceau. C'est vrai que faut juste pas oublier le fait que ça reste que dans les entreprises, les desktops et notamment tout ce qui est set-top box, qui sont généralement pas très, très updatés, continuent à fonctionner. Et lorsqu'on est dans un scénario comme cela, c'est quand même pratique de pouvoir avoir quelque chose qui n'a pas besoin de déploiement. On parle vraiment d'une application de type Silverlight, mais sans plugin. Ouais, donc je peux voir qu'en entreprise, il y a vraiment... Donc ça explique probablement pourquoi Microsoft investit beaucoup là. On l'a vu à la conférence Build. Je le disais il y a quelques semaines lorsqu'on enregistrait nous autres la revue de Build. Microsoft maintenant sont très, très, très ciblés entreprises. Ils reviennent vraiment à leur source là. Et ce scénario-là a beaucoup de sens pour le marché de l'entreprise. Moi, je pense qu'il faut regarder WebAssembly parce que dans les prochaines années, je pense qu'on était à l'aube là, d'une révolution au niveau du déploiement applicatif. Là. Absolument, absolument. Ça risque de changer beaucoup de choses. Le go-to langage, c'était vraiment le JavaScript. Et là, il y a un énorme bassin de développeurs qui ne pouvaient pas targeter cette plateforme, le web, qui d'ailleurs n'est pas forcément juste les browsers, c'est plus large que ça, et qui maintenant peuvent s'engouffrer là-dedans et développer pour. Bon, si on a des auditeurs qui écoutent l'émission puis disent OK, là, moi, faut vraiment que je m'y mette puis que j'aille chercher plus de connaissances autour de tout ce qui est WebAssembly. Donc, est-ce qu'il y a comme un endroit là, tu vas là et c'est la bonne test pour débuter? En tout cas, de ce que t'as pu voir toi dans les derniers mois, où est-ce que si je te demanderais là, où tu m'enverrais? Alors, ça va peut-être vous paraître bizarre, mais malheureusement, j'ai pas trouvé grand-chose. C'est très difficile parce que malheureusement, en fait, WebAssembly est placé comme une boîte noire. La plupart du temps, les gens vont dire, OK, ça permet de faire des petits algorithmes qui roulent plus rapidement qu'en JavaScript parce que c'est compilé puis c'est plus optimisé. Mais c'est pas vraiment fait pour faire des applications en entier. Alors que c'est faux dans les faits. C'est juste que ça a été, on va dire dans la conscience commune, c'est placé sous cette forme-là. Donc on va trouver beaucoup d'articles qui expliquent l'interne de WebAssembly, un petit peu comment faire des petites choses avec de l'OpenGL des fois, mais vraiment faire une application un peu plus complète. À part Blazor et maintenant Uno, c'est très difficile de trouver des ressources. Donc, si on s'intéresse à faire des applications, votre plateforme est vraiment un endroit où il devrait aller. On va mettre le lien. S'ils viennent d'un background plus web, ou en tout cas, s'intéressent vraiment plus, leur PE, c'est pas WPF ou XAML et C#, mais plus le web, ils devraient regarder Blazor. On pourra mettre le lien aussi. C'est ça, exactement. Puis, c'est vrai que là, lorsque vous m'aviez parlé de faire ce podcast-là, je vous avais parlé d'un petit outil. En fait, il y a la possibilité quand même de partir de beaucoup plus bas niveau. On peut faire l'équivalent de ce qu'on appelle une application console. Sur le site de Uno, il y a aussi ce que j'ai appelé le shell, qui est en fait vraiment une espèce de package NuGet qu'on ajoute dans un projet .NET Standard 2. On l'ajoute dedans, ça génère un site web, puis ça écrit dans la console du browser. C'est juste ça que ça fait. Okay. Donc, ça permet de tester des algorithmes, ça permet de tester un petit peu tout. C'est quelques secondes pour rendre une application disponible sur le web. C'est dans un environnement WebAssembly. OK, on pourra mettre le lien aussi vers ça. C'est sûr que, WebAssembly, c'est pas une initiative seulement de Microsoft. Microsoft est derrière, mais Google est là beaucoup. Exact. Donc... Alors, c'est assez curieux parce que finalement, en fait, quand on regarde la manière, donc c'est toujours la même, c'est la même implémentation pour tout le monde, il faut toujours les mêmes spécifications pour tout le monde. Et curieusement, quand on compare la performance, malgré le mode interprété de WebAssembly qu'on peut trouver dans Mono, eh bien Edge est le plus rapide. C'est très étonnant. Et Chrome est le plus lent. Ah oui. J'entendais, dernièrement, il y a quelqu'un qui parlait, qui essayait d'expliquer comment les habitudes chez les êtres humains sont difficiles à changer. Et il dit, quand je me présente dans une salle, je demande aux gens, c'est quand la dernière fois vous avez utilisé Google pour faire une recherche? Donc, tout le monde, aujourd'hui, tout le monde lève la main. Et là, il dit, je demande, qui a utilisé Edge aujourd'hui? Plutôt Bing pour faire une recherche. Et là, j'ai toujours 2-3 mains sur les centaines de mains. Et souvent, les 2-3 mains, c'est soit des anciens employés de Microsoft ou des employés de Microsoft.
Et après ça, quand je leur demande, je dis ben votre perception à vous, c'est que Bing c'est pas bon, puis tout le monde font comme je sais pas, j'ai pas été chez Bing, mais Google remplit mon besoin. Et après ça, il y a un peu comme on faisait à l'époque, tu sais, les tests à l'aveugle entre les boissons gazeuses, entre le Coke et le Pepsi. À l'époque, on avait ça, il y a peut-être une vingtaine d'années. Mais maintenant, si on fait des tests à l'aveugle et on montre sur Bing et Google, ben 50% des gens se disent très satisfaits du résultat de Bing et ils sont persuadés que c'est Google. Et quand on leur montre, on dit non, c'est Google, c'est Bing, c'est pas Google que t'as reçu la réponse. Ils sont comme ah ouais. Ah ben ça m'avait l'air tellement bon. Donc, mais tout ça pour dire que quand les gens sont habitués à quelque chose, c'est très difficile de les déloger, de leur changer leurs habitudes. Ouais. Et c'est ce qui explique aussi le pourquoi là. Donc c'est pas forcément parce que tu as une technologie meilleure que tu vas réussir à prendre le marché. Ça faut vraiment que tu aies plus qu'une technologie meilleure. On dit faut que ça soit 10 fois meilleur et que ça t'amène vraiment des bénéfices, que ça te règle. Tu sais, je sais pas mettons s'il y avait une souffrance très, très, très criarde avec Google, ben là, ça pourrait être le point d'ancrage lequel Microsoft pourrait se placer pour essayer de déloger les clients. Mais aujourd'hui, Google sont assez brillants pour s'assurer qu'il n'y ait pas, justement, de souffrance tant que ça. C'est pour ça qu'ils gardent captive leur clientèle. Là, on le voit avec WebAssembly. En tout cas, pour moi, c'est tester les applications dans Edge, c'est bien plus efficace. Mm-hmm. Mais on le voit bien, les gens adoptent pas Edge, même si on le, tout simplement parce que les gens sont habitués à Chrome et ça fait le job. Et tant qu'il n'y aura pas un argument messu pour dire, hey, il est temps vous allez vers Edge parce que les gens de Chrome sont assez brillants pour s'assurer que leur navigateur remplit toujours la mission première, qui pour les gens, ils veulent juste que quand ils browsent, que ça soit que le rendu soit assez rapide. Et à un moment donné, c'est pas parce qu'on te le fait à une fraction de seconde un peu plus rapide que tu t'en rends compte. Là, tu t'en rends plus compte à ce moment-là. Donc, tout à fait. On va mettre les liens sur la page web. Moi, j'aimerais juste revenir sur quelque chose que tu as dit, Guy, et je pense que ça pourrait être une façon de clore l'émission. On est probablement au début d'une nouvelle façon de faire du déploiement d'applications. Et est-ce qu'on peut essayer juste de faire un petit peu un scénario? Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que déployer des applications dans le futur, on va pouvoir quasiment faire ça toujours en temps réel? Ou? Ça veut-tu même dire que le concept de déployer une application va disparaître parce que tout ce qu'on va avoir besoin, c'est de donner c'est un URL ou quelque chose comme ça? Si on va plus loin, vraiment plus loin, ça pourrait être même carrément la mort de ce qu'on appelle les architectures les architectures CPU, vraiment, si on peut dire ça comme ça. Ça va suffisamment loin pour que finalement, par exemple, il y a quelqu'un qui a fait l'équivalent d'application console en WebAssembly. Donc en gros, pourquoi s'amuser à faire une application x86 ou x64 ou ARM si je peux directement cibler WebAssembly? Ça fait plus d'espèce d'intérêt. Donc là, ça, c'est la première partie. Puis la deuxième partie, effectivement, c'est le déploiement. Oui, effectivement, il y a toujours un peu de déploiement, mais ça reste qu'on déploie vers un serveur web. Donc c'est plus proche de ce qu'on a en termes de déploiement de sites web en ce moment que de déploiement d'applications mobiles. Même si on pourrait se retrouver dans une application qui est déployée dans un store qui a plus d'accès. Donc c'est pas si éloigné que de ce qu'on a en ce moment, très franchement, en termes de déploiement. Donc, si je t'entends, est-ce qu'on est en train de dire que peut-être dans une quinzaine d'années, on va dire aux gens, moi j'ai connu l'époque où est-ce qu'il fallait dire qu'on déployait vers x86 ou vers x64 ou vers tel autre, parce qu'il fallait tenir compte du processeur, parce que le target dans le futur va toujours être WebAssembly et on s'en préoccupera plus du processeur finalement. Peut-être. Qui sait? Moi, c'est l'impression que ça me donne parce que ça a l'air d'être pensé suffisamment sécurisé puis suffisamment optimisable pour finalement devenir universel de la même manière que JavaScript l'est devenu en ce moment parce que JavaScript c'est partout. Donc pourquoi WebAssembly ne prendrait pas le même chemin puisque de fait en ce moment dans tous les browsers majeurs il est disponible. Incluant prochainement Safari, si je me trompe pas. Safari l'a déjà, il bug un petit peu, mais ça va être corrigé. c'est la caching, la persistance qui est pas encore là, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça, il y a des petits morceaux qui sont pas disponibles, mais ça fonctionne déjà. Il faut qu'il s'améliore. Donc, à terme, ça serait très surprenant que dans 3-4 ans, toutes ces compagnies-là fassent marche arrière et dire on veut plus supporter WebAssembly. C'est très peu probable, effectivement.
Et on a de fortes chances de voir tout un écosystème apparaître autour de WebAssembly, principalement un écosystème qui va cibler les programmeurs qui viennent d'un autre type de savoir-faire que le web, parce que c'est sûr que les gens qui font du web, eux autres, ils ont déjà JavaScript, qui est leur langage universel, et ils s'en portent bien, donc eux, ils sentiront pas le besoin de changer. Mais par contre, si tu viens, par exemple, d'un écosystème Java, un écosystème C# ou un écosystème Go, par exemple, ben là, il y a des bonnes raisons pour se dire « Hey, WebAssembly me fait extrêmement plaisir parce que ça me permet de continuer à programmer avec le langage et l'environnement que je préfère. » C'est peut-être un petit peu plus loin que ça, parce qu'il faut quand même voir qu'avec JavaScript, il y a tout un tas d'écosystèmes et de placeholders qui ont été développés là pour faire en sorte que le langage soit à peu près similaire. Il faut quand même faire en sorte que, là, en ce moment, lorsqu'on fait du développement en JavaScript, on suit quand même ce que les browsers fournissent. Mm-hmm. Alors que lorsqu'on target WebAssembly, ben, si jamais on veut la dernière version de Rust ou la dernière version de C#, eh ben, on peut la prendre quand même si le browser n'a pas forcément évolué. Ah oui, c'est vrai, hein. Donc, non, peut-être que le futur de WebAssembly est encore plus parce que t'as pas besoin d'avoir forcément un comité qui approuve, parce que c'est une des faiblesses de JavaScript là, puis des évolutions de JavaScript qui s'appelle ECMAScript, c'est-à-dire que faut que ça soit accepté par un groupe et qu'il y ait un consensus, qui pas le cas dans le cas où est-ce que tu as juste besoin de déployer une nouvelle version et merci, bingo, ça marche là. Puis, Mario, fais-nous une de tes fameuses prévisions, puis on se revoit dans 2 ans. Ben, je pense que je serais mané là. Ben, la seule prédiction que je peux dire, c'est un peu ce que j'ai mis comme hypothèse. Peut-être qu'un jour, les gens vont juste connaître que tu déploies vers WebAssembly. Ils seront même pas conscients que il y a vraiment des processeurs en dessous. En tout cas, pour beaucoup de développeurs en entreprise, ce sera probablement pas le cas pour une certaine catégorie de développeurs qui vont continuer à faire des choses de bon niveau, mais ça peut fort bien que pour eux, le target, c'est WebAssembly, et peut-être même qu'on le dira même plus, parce que pour les gens, ils vont juste prendre ça comme étant un acquis. Mais bon. WebAssembly, on le voit plus, hein, très franchement, là, quand on fait du mono, ouais. WebAssembly est complètement transparent. On le sait même pas. Ça pourrait être n'importe quel autre runtime, ça fera pas de différence. Tout ce qu'on dit, c'est que toi, tu veux juste que ça déploie vers tel type de device, plateforme, et à partir de là, t'es bien heureux de voir l'application qui se met à rouler sur ton téléphone Android. Exactement. Tout à fait. Écoute, Jérôme, super intéressant. En tout cas, pour moi, je dis, moi, je fais ce podcast-là parce que à toutes les fois, j'apprends quelque chose. Et je dois dire que j'ai appris quelque chose ce soir. On enregistre en soirée. Ça me fait plaisir. Puis on va quand même, on espère que nos auditeurs aussi ont appris quelque chose. En tout cas, qu'ils n'ont pas trouvé ça trop pointu ou trop. Mais quoi qu'il en soit, ça en prend des émissions un peu pointues à l'occasion. On veut te remercier. C'est avec plaisir. Et moi, je vais souhaiter bonne programmation à nos auditeurs, puis je vais donner le mot de la fin à Guy. À la prochaine. À la prochaine.